Bonjour Christelle. Tom. Alors nous arrivons au 96e Citrem, nous sommes le 23 juin, déjà 96, hein, on s'approche très vite des 100. Et bon, je dirais en résumé, la situation, le bilan de la semaine, c'est moins de violations, mais toujours autant de munitions. Hein. C'est ça, moins de victimes aussi, moins de destruction. Puisque du 16 au 22 juin, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 39 reprises, hein, donc on est un peu moins que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 37 obus d'artillerie de 122 mm quand même, 138 obus de mortier de 120 et 82 mm, sans compter les tirs de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, qui portent le total à 885 munitions tirées. Donc là, on est vraiment à peine à moins que la semaine dernière, hein, donc on a moins de violations, mais presque toujours autant de munitions. Ces tirs ont touché 19 localités de la République. Il faut y rajouter les 5 violations du cessez-le-feu et les 54 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Cette baisse du nombre de violations semble être corrélée, d'après les soldats de la RPD, avec les matchs de foot. Donc il semble que les soldats ukrainiens soient plus scotchés devant les matchs de foot que devant leurs pièces d'artillerie. Ce qui n'est pas plus mal, soit dit en passant. Oui. Le bilan suite à ces bombardements, c'est un soldat de la RPD qui est mort, un a été blessé, 3 civils ont aussi été blessés. Il faut rajouter un soldat de la RPD blessé lors de l'attaque de la nuit dernière dont je vais parler juste après. Durant la semaine, 4 habitations ont été détruites ou endommagées, et en République populaire de Lugansk, le 17 juin, l'armée ukrainienne a rasé à coups d'artillerie de 152 mm la dernière maison du village de Jelabok. Il n'en restait plus qu'une, voilà, il n'y en a plus. Les armes lourdes sont toujours présentes sur la ligne de front, en moindre quantité, mais quand même, puisque les services de renseignement de la RPD ont détecté 46 pièces d'armement lourd près de la ligne de front, à savoir 8 obusiers automoteurs Akacia de 152 mm, 9 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 16 lance-roquettes multiples BM21 grade de 122 mm, donc ils sont toujours sortis, 7 obusiers automoteurs Gvozdyka de 122 mm, 1 obusier tracté D30 de 122 mm et 5 canons anti-char Rapira de 100 mm. Donc, il y a toujours quand même de quoi faire du dégât près de la ligne de front côté ukrainien. Ouais, c'est clair. Je parlais d'attaque de cette nuit, donc vers 1h du matin, des soldats ukrainiens ont tenté d'avancer vers Kominternovo, donc je rappelle, situé dans le sud de la République populaire de Donetsk. 2 groupes de soldats ukrainiens totalisant 15 combattants en tout se sont ainsi avancés en pleine nuit. Bon, cette fois, ils étaient sobres. Ouais. Ils n'ont pas chanté de chansons à tue-tête, ils n'ont pas hurlé, mais ils se sont quand même fait repérer par nos soldats avant même d'entrer dans le champ de mine. Pas de suspense, je vous épargne ça tout de suite. Ils ont bien sûr marché dessus, ont paniqué, ont marché sur d'autres mines en fuyant. Résultat, le deuxième groupe qui comptait sur le premier, sur les tirs de couverture du premier, s'est retrouvé bien seul. Nos soldats ont ouvert le feu avec des armes légères, obligeant les soldats ukrainiens à fuir en laissant leurs blessés derrière eux. Les forces armées ukrainiennes auraient eu au moins 3 morts et 4 blessés dans cette aventure. Ceux abandonnés sur le champ de mine se sont même retrouvés pris sous les tirs de mortier de leurs camarades. Oula. Alors on se pose la question de savoir est-ce qu'ils sont vraiment mauvais tireurs ou est-ce qu'ils ont essayé de les faire taire avant qu'on les récupère vivants. Ouais, c'est plutôt ça à mon avis, ouais. Hein, voilà. Ça, c'est les joyeusetés de la semaine. Pendant ce temps-là, dans la zone du Donbass qui est occupée par l'armée ukrainienne, la situation est de plus en plus tendue à cause de l'oppression croissante de la population. De nouvelles unités de la garde nationale, hein, donc je rappelle, qui est un ramassis de néo-nazis, et de la police nationale ukrainienne, sont arrivés, ont installé 10 points de passage supplémentaires, donc 10 checkpoints de plus, qui restreignent sévèrement la circulation des civils. Bien entendu, ils en profitent pour extorquer de l'argent ou des biens de valeur aux habitants lors des passages sur ces checkpoints, parfois avec la force, puisqu'il semble que déjà plus de 20 civils ont été blessés. Bah écoute, ils sont venus les protéger, soi-disant. Alors, ouais, et puis les libérer, avec des libérateurs pareils, je te dis. Il semble que les vols sont quasi systématiques au point de passage de Kurachovo, Krasnogorovka et Volnovacha. Hein, c'est vrai, pourquoi se priver d'allier l'utile à l'agréable, le plaisir et le boulot. Et à Slaviansk, ce sont des fans radicaux de clubs de foot ukrainiens, du genre avec crampe au bras droit, n'est-ce pas, pro-nazi, qui sont arrivés en ville pour préparer la marche au flambeau prévue pour célébrer l'occupation de la ville par l'armée ukrainienne. Suite à cette arrivée massive de tarés néo-nazis, le nombre de crimes en ville a augmenté.
D'après une source au sein de la police locale, rien que cette semaine, ces fans de Shushkevich ont tenté par 2 fois de violer des jeunes filles et il y a eu une bagarre avec utilisation d'armes blanches et d'armes à feu. Et ça, c'est juste ce qui a été enregistré par la police. Je parle même pas de ce qui est même pas arrivé jusqu'aux policiers. Oui. Voilà. D'ailleurs, ces célébrations sont une nouvelle occasion pour la 81e brigade des forces armées ukrainiennes de terroriser les habitants de Slaviansk en les forçant à commémorer l'occupation de leur ville par l'armée ukrainienne sous peine de représailles, du genre devoir aller creuser des tranchées pour la dite brigade. Oui. Voilà. Non, mais c'est sympa de vivre en zone occupée. Moi, je te le dis. Ceux qui viennent me dire que l'armée ukrainienne vient libérer... Je pense Donbass, moi je serais dans le Donbass côté ukrainien, moi je préférerais ne pas être libéré, c'est clair, à ce niveau-là. Non, c'est clair, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment être libérés comme ça. Et pour les civils qui se trouvent de ce côté-ci, on a le droit à être la cible de safaris humains que l'armée ukrainienne organise dans le Donbass pour des gens riches en mal de sensations fortes. Donc ça a été le scandale de la semaine. Et malheureusement, c'est ni une fake news, ni une mauvaise blague. Donc, d'après les informations qui ont été recueillies par l'armée de l'RPD, de tels safaris sont organisés par la 30e brigade située près de Marinka et la 93e brigade située face à Dokuchaïevsk. Je rappelle, c'est les 2 brigades les plus criminelles des forces armées ukrainiennes en République populaire de Donetsk. Voilà. C'est de la graine de... Ouais, de la graine de criminel de guerre. C'est même plus de la graine de criminel de guerre, c'est du criminel de guerre confirmé. Là, ils sont statut, level, ils ont un level expérience criminel de guerre plus 20, tu vois. Alors, graine de candidat Nuremberg numéro 2. Nuremberg numéro 2, ouais, plutôt ça, ouais, tu vois. Donc, contre monnaie sonnante et trébuchante, les étrangers peuvent ainsi aller sur la ligne de front, tirer sur les civils du Donbass. Ainsi, début juin, 4 cinglés, oui, j'ai pas d'autres termes, je suis désolé, je peux pas appeler ça... Des gens normaux, c'est clair. Non. 4 cinglés donc de l'ouest de l'Europe ont ainsi débarqué à Marinka et payé pour tirer sur des civils de l'RPD. Des arrangements financiers qui bénéficient non seulement aux unités qui organisent ces safaris, mais aussi aux commandants de leur brigade et à des représentants du quartier général de la fameuse opération des forces interarmées, un peu bien graissé quelques petites pattes pour organiser ces horreurs. Ouais. Dès le début du conflit, des informations publiques indiquaient déjà que des personnes qui avaient les moyens pouvaient s'offrir des sensations fortes sur le front côté ukrainien. Mais les infos qu'on avait au départ, c'était des circuits permettant de tirer sur les positions de l'armée. Donc là, on est passé le cran au-dessus quand même. On est passé au tir sur civil sans défense. C'est magnifique quand même. En même temps, il y a une certaine logique dans l'horreur, continuellement, ils pilonnent des maisons où il y a des civils, à des endroits où il n'y a absolument pas de bloc-post des forces armées. Pas de poste de tir. Donc, non, mais c'est magnifique. Alors, des safaris qui se feraient entre autres avec des fusils sniper et des armes de fabrication allemande qui ne sont pas utilisées donc par l'armée ukrainienne, ce qui permet de distinguer assez vite ces tirs issus de safaris et ceux, on va dire, habituels de l'armée ukrainienne des bataillons néo-nazis. C'est une information qui a été confirmée par le sniper serbe Dejan Beric, surnommé Deki, qui sert dans l'armée de la RPD. Il a donné une interview vidéo dans laquelle il confirme ce truc complètement incroyable, parce que franchement, quand j'ai vu la news au départ, j'ai dit quand même, c'est un peu trop gros, quoi. Ça rappelle ce qu'on appelle, entre guillemets, des théories complotistes, avec des gens très riches qui font des safaris avec des êtres humains à la place des animaux, ou choses comme ça. C'est ça. Ça a tendance à le confirmer, du coup. Voilà, c'est confirmé, parce que je connais Deki, c'est un mec honnête, c'est pas le genre à fabuler ou à inventer des trucs. Donc quand il te dit qu'il l'a vu lui-même en 2014 dans la zone de Skoto, Vataya et Pantelemonovka, donc qui est pas loin de Yassino Vataya, donc en fait il avait été appelé par les gens du bataillon Vostok et puis les civils de la zone qui lui avaient indiqué qu'il y avait des tirs de sniper, semble-t-il, avec des fusils à longue portée. Donc il s'est rendu sur place, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire à distance, donc il s'est en fait rendu carrément à l'arrière des positions ennemies, donc il a fait une opération de commando. Il a attendu en fait qu'ils reviennent, que ces fameux snipers reviennent. Alors là, il a vu arriver deux mecs avec un camouflage un peu inhabituel, assez bizarre. Donc bon, il les a descendus, je ne fais pas un dessin. Et après, quand il a fouillé leurs papiers, il s'est avéré qu'il s'agissait de 2 Finlandais assez riches, donc il semble-t-il n'avaient pas vraiment besoin de venir se battre pour de l'argent, et qui auraient donc payé pour venir chasser dans le Donbass.
D'après Deki, au total, durant les 20 derniers jours, c'est 8 groupes de 2 personnes, à chaque fois un sniper et un observateur, venus d'Allemagne, qui sont arrivés dans le Donbass pour s'adonner à cette chasse. Il a aussi confirmé les informations de l'armée de la RPD sur le fait qu'il dispose de très bonnes armes de calibre Mauser 7,92 qui ne sont pas utilisées par l'armée ukrainienne. Il a aussi souligné qu'en février, c'est un groupe de chasseurs américains et allemands, alors chasseurs entre guillemets, qui avaient débarqué face à Gorlovka et qui avaient trouvé la mort. Ils se sont fait dessouder par les soldats de la RPD. Résultat, les soldats ukrainiens n'avaient pas trop aimé qu'on les prive de leur gagne-pain, donc ils avaient arrosé nos positions pendant 2h30 en continu. Bah alors, il aurait fallu que vous vous les situiez, hein. Ah bah oui, voilà. Comme on disait, voilà ce qu'est l'armée ukrainienne et comment elle libère le Donbass en permettant à des riches cinglés d'éliminer la population qu'ils viennent prétendument libérer. Je vous laisse juger ce que valent de tels libérateurs. Là-dessus, je vous laisse faire votre conclusion vous-même. La question suivante, c'est que font les chancelleries françaises et allemandes à ce sujet? Rien, hein. Non, mais c'est bien. Hein. Comme d'hab. L'Allemagne a des ressortissants qui se pointent ici pour faire des safaris humains, mais on n'a pas entendu Merkel là-dessus. C'est magnifique. Moi, comme je dis toujours, qui ne dit mot consent. Absolument. Ils peuvent pas ne pas savoir, ça c'est clair. Voilà. Et donc, sur fond de ces mauvaises nouvelles en pleine Coupe du Monde de football qui a lieu actuellement en Russie, Vladimir Poutine a exprimé son inquiétude lors d'une conversation téléphonique avec Petro Poroshenko. Le président russe a exprimé sa préoccupation face à l'aggravation de la situation dans le Donbass et le nombre croissant de victimes civiles à la suite d'attaques fréquentes de la région par les forces armées ukrainiennes. Il a aussi rappelé à son homologue ukrainien qu'il n'y avait pas d'alternative aux accords de Minsk pour résoudre pacifiquement le conflit. Bon, je pense qu'il y a peu de chances que cet avertissement soit plus écouté par Porky que les précédents. Et face à cet échec évident et flagrant des accords de Minsk à résoudre le conflit du Donbass, de plus en plus de voix parmi les députés russes se font entendre pour revoir la politique du Kremlin face à l'Ukraine. Et alors c'est assez rigolo parce que le mois dernier, c'était un député du Parti communiste, Yuri Afonin, qui avait appelé le gouvernement russe à reconnaître la RPD et la RPL. Donc il avait dit, je cite, « Nous avons dit à plusieurs reprises, ainsi que la faction du Parti communiste à la Douma, qu'il était nécessaire de reconnaître la RPL et la RPD. Tout est clair, il n'y a pas de format Normandie, personne... Ils occupent petit à petit le territoire de la zone neutre, toujours plus près de Donetsk. Il est donc nécessaire de dire clairement, le format a échoué. Reconnaissons la RPL et la RPD et protégeons nos citoyens. » Toutes les tentatives de résoudre quoi que ce soit avec le régime actuel de Kiev et des États-Unis qui secoue le bateau de la politique mondiale échoueront. Donc, il a été rejoint ce mois-ci, enfin là cette semaine-ci même, par un député du parti LDPR, donc qui est le parti de Zhirinovsky. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on a commencé par les communistes. Là maintenant, on est à l'autre bord, mais complet de l'échiquier politique russe, puisque le parti de la LDPR est un parti nationaliste, c'est le parti de Zhirinovsky. Donc cette fois, c'est Alexandre Chérine qui a rappelé qu'il restait jusqu'au 25 juin à la Douma pour annoncer la révocation du traité d'amitié avec l'Ukraine et pouvoir ainsi reconnaître ensuite les RPD et les RPL. Donc on en vient toujours à la même idée. Donc je rappelle que ce traité a déjà été menacé plusieurs fois de révocation par Kiev. On en avait déjà parlé dans des titres précédents, entre autres en mars-avril. Jusqu'ici, l'Ukraine a renoncé à aller jusqu'au bout de cette démarche ultranationaliste suicidaire pour une bonne raison, c'est que ce traité définit entre autres les frontières entre les deux États. Donc si l'Ukraine révoque le traité, alors la Russie n'a plus à reconnaître les frontières communes qu'elle a avec l'Ukraine. Je vous laisse imaginer le tableau. Kiev ayant reculé devant la menace que ferait planer cette révocation, il semble donc que certains députés russes aient décidé de remettre cette idée sur le tapis. Alexandre Chérine a ainsi déclaré que le 25 décembre 2018, le traité d'amitié, de paix et de coopération entre la Russie et l'Ukraine sera automatiquement prolongé pour 10 ans. Au vu du comportement inacceptable et brutal de l'Ukraine envers la Russie, les russophones et les vétérans de la Grande Guerre patriotique, le député estime que la Russie doit réagir et se retirer du traité. D'après lui, l'article 40 du traité d'amitié indique que si l'une des parties informe l'autre par écrit de son retrait de ce traité dans les 6 mois avant la date de renouvellement, alors l'accord prend fin. En clair, la Douma aurait donc jusqu'au 25 juin pour prendre cette décision qui serait quand même très lourde de conséquences. Dans 2 jours, Dans 2 jours, ça veut dire lundi. Si lundi, voilà, donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Il a dit, je cite, « Je pense que nous devons adopter une déclaration commune appelant les dirigeants de la Fédération de Russie à informer l'Ukraine de notre retrait de ce traité, avant de souligner que la prochaine étape serait la reconnaissance officielle de la RPD et de la RPL. » Il a dit, je cite, « Il est nécessaire de reconnaître la RPD et la RPL, conclure des accords ad hoc avec elles, travailler avec ces territoires qui nous acceptent et veulent être amis avec nous.
Ainsi, nous enverrons un signal aux personnes qui sont amicales envers la Russie et à celles qui mènent une politique agressive envers la Russie, a conclu ce député. Bon, espérons que ces petites propositions calment un peu les ardeurs de Kiev dans le Donbass et poussent l'Ukraine à retourner à la table des négociations, même si je suis pas très... Ah bah non. optimiste. Mais Optimiste, oui, non, c'est clair, oui. Ouais, voilà. c'est clair. Et autre chose qui risque de ne pas trop arranger la situation entre l'Ukraine et la RPD et la RPL, c'est le verdict qui a été rendu hier par le tribunal populaire ukrainien. Donc, je rappelle, c'est un tribunal qui avait été créé il y a quelques mois en arrière à l'initiative d'un groupe de citoyens de Donetsk et de Lugansk pour juger le président ukrainien, Petro Poroshenko, et d'autres membres du gouvernement ukrainien actuel pour leurs crimes commis dans le Donbass. Alors, sur base de la législation ukrainienne et du droit international, c'est important, ils ont tenu à le faire par des gens qui sont d'ici, donc qui sont d'anciens citoyens ukrainiens, et sur base de la législation ukrainienne et du droit international. Donc, l'histoire que, en gros, c'est un verdict qui ne peut pas être contesté sur le fond, quoi. Ce verdict a été rendu hier matin sur la place du théâtre à Lugansk, les instances internationales ne faisant pas leur travail pour juger les criminels de guerre ukrainiens, puisque je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme traîne des pieds, essaye d'évacuer un maximum de dossiers en disant qu'il n'y a pas assez de preuves, qu'il n'y a pas assez de ci, qu'il n'y a pas assez de mi, enfin il y a toujours un truc qui ne va pas. Bon, bah, il semble que les RPD et les RPL ont décidé de mettre sur pied ce tribunal populaire pour pallier à ce vide juridique. D'ailleurs, le verdict et les éléments du dossier seront transmis aux tribunaux internationaux. Pour information. Donc, ça viendra alimenter les dossiers en cours. Ce tribunal a jugé donc les dirigeants ukrainiens sur 6 blocs de charges criminelles. Donc, ils ont regroupé les accusations, à savoir pour génocide, blocus du Donbass, propagande de guerre, torture, pillage, vol, création d'unités armées illégales, utilisation des forces armées contre les civils. Lors de l'étude de ces charges, le tribunal a analysé et décortiqué 1090 dossiers avec preuves pour étayer donc qu'il y a eu crime de guerre de la part des dirigeants actuels de l'Ukraine contre la population du Donbass. Suite à ce procès de plusieurs mois, l'ensemble des accusés ont été reconnus coupables de crimes de guerre et le tribunal les a condamnés par contumace à la prison à vie et à la confiscation de leurs biens, les juges n'ayant trouvé aucune circonstance atténuante aux accusés. Cette condamnation concerne donc les dirigeants ukrainiens suivants. Petro Poroshenko, président ukrainien, Arsen Avakov, ministre ukrainien de l'Intérieur, Oleksandr Turchinov, ex-président ukrainien par intérim. Donc je rappelle, c'est lui qui avait été président par intérim juste après le Maïdan, après la destitution de Yanukovych, et qui est toujours actuellement secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine. Volodymyr Groysman, premier ministre ukrainien. Viktor Mouzhenko, chef de l'état-major ukrainien. Stepan Poltorak, ministre ukrainien de la défense. Andriy Parubi, président de la Rada, et je rappelle fondateur de Svoboda, le parti néo-nazi ukrainien. Et Arseny Yatsenyuk, ex-premier ministre ukrainien. Donc tous ont été déclarés coupables d'avoir commis des crimes allant de l'organisation d'un génocide à la violation des lois de la guerre, complicité d'actes terroristes, organisation de meurtres prémédités, etc., etc. La liste des charges et des articles de loi est longue comme un jour sans pain. Leonid Pasechnik, le chef de la RPL, a soutenu ce verdict et a donc félicité le tribunal pour avoir rendu justice, même si c'est de manière symbolique. Pour l'énoncé du verdict, des milliers d'habitants du Donbass s'étaient réunis sur la place du théâtre à Lugansk. Le public et les juges ont observé 1 minute de silence en hommage aux victimes de la politique de Petro Poroshenko. Ce jugement indique clairement que tant que ces autorités post-Maïdan sont au pouvoir, il n'y a aucune paix possible entre les deux républiques populaires et l'Ukraine, ce qui marque donc clairement un échec flagrant des accords de Minsk. Il n'y a pas de pardon possible, les crimes sont trop graves. Il ne reste qu'à espérer que les prochaines élections en Ukraine n'amèneront pas au pouvoir Yulia Tymoshenko, qui est pour l'instant toujours favori des derniers sondages menés dans le pays. En attendant, la guerre se poursuit malgré les accords de Minsk, avec son lot quotidien de destruction et de victimes qui viendront alourdir encore le dossier déjà bien chargé des autorités ukrainiennes actuelles. Donc, comme on voit, c'est plutôt mal parti pour... Mais en plus, je veux dire, après le bilan que tu viens de faire, enfin l'apport de l'information que tu viens de nous donner, on a une Nadia Savchenko qui vient de déclarer également quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire
de mettre en demeure Poroshenko d'arrêter son aventurisme militaire guerrier dans le Donbass, parce que à un moment donné, ça va se retourner contre eux, hein, enfin contre la clique. C'est plus ou moins ce qu'a dit aussi la Russie, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine lors de sa ligne directe, sa ligne directe annuelle. Oui. Ligne directe lors de laquelle il avait aussi abordé un autre sujet, d'ailleurs, qui était la nécessité de faciliter l'obtention de la citoyenneté russe, entre autres pour les réfugiés du Donbass, et de simplifier le retour des Russes vivant à l'étranger. Il avait donné ainsi l'ordre au ministre de l'Intérieur de régler aussi le problème de l'employabilité des réfugiés venant du Donbass, puisque ces derniers font actuellement face à de nombreux obstacles administratifs. Un point qu'avait souligné Dmitri Orlov, donc, qui est on pourrait dire un collapsologue, donc un spécialiste de l'effondrement des sociétés, qui vient de Russie, qui vit maintenant à l'étranger, et qui avait analysé la situation des réfugiés du Donbass, qui pour lui s'apparente à un roman de Kafka. Il avait dit, je cite, que les lois les obligent à rentrer à la maison tous les 90 jours, mais où leur maison est une zone de guerre, ils ont des enfants qui ont déjà été traumatisés en se cachant dans les abris antiaériens alors que leur maison était bombardée par l'armée ukrainienne. Ils ont également souligné que pour demander la permission de rester, puis la résidence, puis la citoyenneté, ils doivent dépenser de l'argent pour satisfaire aux exigences de la paperasserie, leur permettant de gagner de l'argent, mais ils ne sont pas autorisés à travailler jusqu'à ce qu'ils finissent par remplir les exigences de la paperasserie. Une situation sans issue. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ah oui. Il te faut de l'argent pour remplir toute la paperasserie, mais tu peux pas travailler tant que tu n'as pas fini toute la paperasserie. Bon, d'accord, ok. Il faut que ça tombe du ciel, l'argent, quoi, en gros. Voilà, c'est un peu ça. Orlov avait aussi souligné le fait que la procédure actuelle très complexe empêchait de très nombreux citoyens membres de la diaspora russe de revenir facilement à la mère patrie une fois leur passeport expiré, et ce alors que la Russie fait face aux conséquences démographiques de la catastrophe des années 90 et qu'elle aurait bien besoin de faciliter le retour de ses concitoyens partis un temps à l'étranger. Il semble en tout cas que l'ordre de Vladimir Poutine a été bien entendu, puisque le vice-ministre russe de l'Intérieur, Igor Zubov, a déclaré que son ministère avait commencé la procédure de simplification de l'obtention de la citoyenneté russe, principalement pour les réfugiés venant du Donbass. Ils devraient normalement soumettre leurs propositions dans un futur proche. Il a dit en principe, personne n'entrave l'acquisition de la citoyenneté russe pour les Ukrainiens, mais maintenant nous sommes en train de revoir cela. Nous parlons des Ukrainiens dont les conditions de vie ne sont pas normales et qui sont forcés de quitter leur pays, c'est-à-dire en fait des réfugiés du Donbass qui ont dû quitter la région. Donc on va voir dans les mois à venir ce que tout ça donne, mais en tout cas c'est quand même un bon signal qui a été envoyé, et il y aura aussi une amélioration de fait pour le retour des Russes qui étaient expatriés à l'étranger. Ah oui, parce que c'est tout bénef, hein. C'est tout bénef. D'ailleurs, Poutine, je crois, s'est étonné que le ministre ne se soit pas saisi de cette affaire-là plus tôt, parce que... Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet qui était déjà revenu je ne sais pas combien de fois sur la table, que Poutine avait déjà adressé des ordres dans ce sens-là. D'ailleurs, si je me souviens bien, lors de ligne directe, il a été assez acerbe avec le ministre de l'Intérieur. Oui. En lui disant, en gros, si le service des migrations dépend du ministère de l'Intérieur, c'est qu'on a jugé que c'était là qu'il y avait le plus de compétences pour gérer ça. En gros, si vous n'êtes pas capable de gérer ça correctement, on va vous retirer ce service et puis on va le confier à quelqu'un d'autre de plus compétent. Ouais. Donc, il semble que ça les a un petit peu bougé au ministère de l'Intérieur, parce qu'effectivement, c'est pas la première fois que ce sujet revient sur la table. Il y a eu un certain nombre de scandales aussi en Russie, avec des combattants des milices populaires de la RPL ou de la RPD qui, étant après partis en Russie, soit pour se faire soigner, soit pour des choses comme ça, ont eu des problèmes aussi avec le service de migration qui leur faisait des embrouilles pas possibles, qui ont failli se retrouver déportés vers l'Ukraine, enfin des trucs mais complètement délirants. Ça avait fait des scandales en Russie, donc c'est clair que là Poutine a un peu mis la pression sur le ministère de l'Intérieur pour lui dire bon écoute, fais ton travail correctement, parce que là ça commence à bien faire, ça fait je sais pas combien de fois que le sujet tombe sur la table, ça devrait déjà être réglé. Et puis les Russes ont tout intérêt à faire revenir les concitoyens de l'étranger, parce qu'ils sont formés et ils ont formés. Souvent ils ont acquis des compétences qui sont intéressantes, ce que disait Dmitri Orlov par exemple dans les nouvelles technologies, toutes les technologies de pointe, ce genre de choses. C'est hautement intéressant pour le développement de l'économie russe. Et pour repeupler la Russie, puisque malgré le fait que le nombre d'enfants par femme est reparti à la hausse en Russie grâce à beaucoup d'incitations financières,
très judicieuses qui ont été mises en place par Poutine. Le problème, c'est que suite à la catastrophe des années 90, ils ont un creux dans leur figure démographique. Et là, même en multipliant les enfants, je vais dire, il y a un moment où tu as moins de femmes pour les faire, les enfants. Donc, à un moment, ça se voit dans la courbe démographique. Donc, oui, la Russie a tout intérêt à rapatrier ces expatriés. Ils sont des millions à travers le monde. C'est l'une des diasporas les plus importantes dans le monde, c'est la diaspora russe. 30 ou 40 millions, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est énorme. C'est quand même un bon tiers de la population actuelle de la Russie. Donc s'ils arrivaient à en faire revenir ne serait-ce qu'une petite partie, ça serait déjà super. Si on regarde la situation en Ukraine, alors au rayon déclaration choquante & on a eu droit le 18 juin à la publication d'une vidéo par le site Politnavigator, vidéo d'une conférence qui a eu lieu à Dnipropetrovsk, donc en Ukraine, lors de laquelle un blogueur ukrainien assez connu, semble-t-il, surnommé Oignon Amer, déjà le nom, ça fait envie, quoi. Oui. A sorti publiquement que pour lui, il fallait raser le Donbass à coups de napalm. Oh. Encore un charmant... il a d'ailleurs la coiffure typique de tous les tarés ukro-nazis. Cette espèce de coiffure qui ressemble à rien. Là. Ça fait confirmer simplement que l'Ukraine est devenue un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, c'est tout. Oui, parce que dans n'importe quel pays normal, quelqu'un qui sortirait une horreur pareille aurait vite des ennuis judiciaires pour incitation au génocide, par exemple. Oui. Mais pas en Ukraine, ça c'est magique. L'Ukraine, c'est un pays magique. Alors, je vais vous traduire ce que ce cher Oignon Amer a déclaré lors de ce forum. Il dit: quand nous disons que nous voulons récupérer le Donbass, nous voulons récupérer le territoire ou les gens? Répondez vous-même. Avez-vous vu ces gens? Des gens de la centrale électrique de Zaporozhye sont allés là-bas et ont installé des câbles électriques dans un village de la ligne de front. Combien de personnes leur ont dit merci? Pas un seul. Combien les ont aimés pour ça? Pas un seul. La marginalisation du Donbass n'a pas commencé dans les années 90, mais dans les années 30, sur fond de dépopulation de l'Ukraine. Et c'était comme une image de la conquête de l'Amérique à l'envers. Imaginez si cela n'avait pas été les Anglais qui avaient débarqué en Amérique, mais les Indiens en Angleterre et qui avaient commencé à bâtir non des forts et des chemins de fer, mais par exemple qui avaient installé des wigwams vers Plymouth. À quoi cela aurait-il mené? Nous devons comprendre, avons-nous besoin de ces gens ou avons-nous besoin du territoire? Si c'était moi, je verserais du napalm sur tout ça et dans 5 ans, on y ferait pousser du colza. Déjà ton colza 5 ans après le passage au napalm, il je te conseille d'aller voir au Vietnam ce que ça donne des décennies après, déjà de une. De deux, son analogie foireuse avec la conquête de l'Amérique est plus que foireux, puisque je rappelle que c'est l'URSS qui a industrialisé l'Ukraine. L'Ukraine avant ça c'était juste un grenier à blé, c'est-à-dire une zone essentiellement agricole. Que le Donbass était déjà un centre industriel, puisque je rappelle que la ville de Donetsk, entre autres, a été fondée au 19e siècle autour des mines et des aciéries qui avaient été installées sur place. D'ailleurs, le Donbass est connu pour être, je dirais, la zone industrielle de l'Ukraine. Le poumon économique de l'Ukraine. Donc, je veux dire, non, l'URSS dans les années 30 a encore accéléré l'industrialisation de l'Ukraine. C'est grâce à l'URSS que l'Ukraine a eu des grandes entreprises industrielles comme Antonov, qu'elle a d'ailleurs complètement détruit maintenant, puisqu'Antonov est en faillite. Donc non, l'analogie est complètement foireuse. Les Indiens qui débarquent pour foutre le bordel, c'est les Ukrops, c'était pas les Russes ethniques qui sont venus s'installer à l'époque de l'URSS dans le Donbass. Vous avez complètement inversé le truc, c'est pas grave. Bon, je parle même pas de l'histoire des câbles électriques remis dans un village de la ligne de front, sachant que la plupart du temps, quand ces villages sont privés d'électricité ou d'eau, etc., comme à Tchigari, comme l'avait souligné l'OSCE, je rappelle la semaine dernière, c'est généralement dû à la présence elle-même des soldats ukrainiens, donc je vois pas pourquoi les mecs devraient vous dire merci de venir réparer ce que vous avez détruit. Ouais. Je veux dire, à un moment, peut-être un peu arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et le pire, c'est que personne ne l'a arrêté dans son délire.
il y avait un petit public, et certains ont même applaudi après cet appel à génocider plusieurs millions de personnes parce qu'ils refusent de remercier les Ukrainiens d'être venus réparer ce qu'ils ont déglingué. Bon. Mais dans le même style, il y a un général ukrainien qui a, j'irais, plus qu'encouragé Kiev à fabriquer, acheter à développer des missiles pour aller frapper la Russie. Voilà. Non, mais ils sont complètement voilà. tarés. Hein, voilà. À ce stade-là, alors puisqu'on est dans les trucs de cinglés, on a 3 pendant ce temps-là à Kiev. Quelle réjouissance. J'avais hésité, je m'étais dit ça en fait beaucoup, mais puis finalement je me suis dit, allez, il le mérite. Mais il y en a 2, c'est notre clown préféré. On va commencer par lui. Alors, le premier, c'est ce scandale comico-tragique qui a éclaté en Ukraine après la découverte d'un compte Facebook caché de Petro Poroshenko. Découverte qui a été faite par le journaliste Alexandre Dubinsky. Alors, d'après lui, depuis 4 ans et demi, Poroshenko se cachait sur Facebook sous le pseudo Peter Lions, donc Pierre le Lion, Pierre des Lions, ou un truc comme ça, avec un avatar de Peter Pan. Ça fait très sérieux quand même pour le président ukrainien. On va mettre la petite photo là qui va bien pour montrer ce que c'était. Voilà. Alors, comme l'indiquait le journaliste, entre le nom et l'avatar, ça faisait de Poroshenko à la fois le roi des animaux et un super-héros magicien. Bon, pour le journaliste en question, ça relève de la psychiatrie, parce qu'il a quand même souligné que ce qui était acceptable pour son petit-fils ne l'est pas pour un gars qui est quand même président de l'Ukraine. Ouais. Bah, encore là, c'est une question de santé mentale à un moment donné. Encore une mais là, fois, c'est clair, quoi. Donc, suite à la divulgation de ce scandale, la page existe toujours, mais elle a subi un grand nettoyage. Elle n'est plus accessible qu'à ses amis, dont font partie beaucoup de politiciens, d'hommes d'affaires et de membres de la famille de Poroshenko, mais aussi 3 journalistes, dont Dubinsky, qui s'est fendu la poire en voyant Porky nettoyer sa page Facebook jusque fort tard dans la nuit. Donc, Dubinsky a fait un petit post avec un PS. Piotr Poroshenko, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous regarder nettoyer votre page aujourd'hui jusqu'à 2h35 du matin. Désolé pour le dérangement. Grui. Voilà. Non, mais quand je dis que c'est vraiment un asile psychiatrique à ciel ouvert. D'ailleurs, même Google s'en est rendu compte, puisque tu parlais de Grui, à la requête, le petit cochon Piotr, qui est un personnage connu d'un livre pour enfants de l'auteur russe Lyudmila Petrouchevskaya, le moteur de recherche Google trouve la biographie du président ukrainien Poroshenko sur Wikipédia. Et là encore, on mettra la petite photo qui va bien, là. Voilà, donc il suffisait de taper, parce qu'il semble qu'ils ont depuis corrigé quand ils s'en sont rendus compte, il suffisait donc de taper sur son clavier le petit cochon Piotr en russe pour que le moteur de recherche Google affiche la biographie du président ukrainien. Donc ça peut... Bon, je sais bien qu'on le surnomme tous Porky, mais là, jusqu'au point où Google prend acte du truc, c'est quand même énorme. Oui, mais à force... À force, bah oui, mais oui. Oui. Le site lenta.ru affirme même que la biographie de Piotr Poroshenko s'affichait également en tapant simplement petit cochon, mais il semble qu'à l'heure actuelle Google ait corrigé cette étrange erreur. Oh non, mais c'est vrai que quand tu regardes Porky, il a un regard porcin, c'est vrai. Ah non, il a vraiment une tête porcine. C'est tout le visage, c'est pas que le regard. C'est vraiment une tête de cochon. Ouais. Et alors, le dernier pendant ce temps-là à Kiev nous est gentiment offert par la main du Kremlin, que je salue ici, j'aime beaucoup ces articles sur Sputnik. La main du Kremlin qui a débusqué un nouveau complot qui a été divulgué par les autorités ukrainiennes, bien sûr un plan sournois de la main du Kremlin elle-même. Alors cette fois, l'Ukraine a tremblé devant le nom de la ville de Pereyaslav Khmelnytsky sur le Dniepr, car la seconde partie de son nom fait référence à Bogdan Khmelnytsky, dont on avait déjà parlé, ce chef des Cosaques qui avait demandé l'intégration des territoires qui appartiennent actuellement à l'Ukraine au sein de la Russie au XVIIe siècle. Mort en 1657, il est tout de même considéré comme un agent de Poutine par le député Igor Popov. Ça veut dire je sais bien que Poutine est super bien conservé, mais c'est pas un Highlander, putain. C'est quoi ces conneries?
Mais tout à l'heure, on disait, l'Ukraine est devenue un hôpital psychiatrique. Ouais, j'y arrive même pas à le dire. Non, mais là, on a la preuve. C'est sérieusement, arriver à garder son sérieux quand on lit des conneries comme ça, faut avoir un grand self-control. Hein, donc, pour démêler ce complot apparemment russe et certainement préparé depuis des siècles, ce Igor Popov propose de changer le nom que la ville porte quand même depuis 1943. C'est toujours donc, pas la date de naissance de Poutine. Hein, on est encore presque 10 ans avant, hein, quand même. Hein. Oui, déjà. Et sur sa page Facebook, le député ukrainien a indiqué donc, que la Rada avait désormais cette tâche dans son ordre du jour. Il a dit la seconde partie du nom devrait être enlevée. Khmelnytsky s'est avéré être un communiste masqué et un agent de Poutine. Communiste masqué au XVIIe siècle, pour déjà ça, et un agent de Poutine. Sérieux, là, quand même. Hein, donc, bon, je sais bien que Poutine est à l'origine de tous les maux de l'Ukraine. Mais ça leur fait plaisir, si tu veux. Il faut bien qu'ils aient un ennemi commun, tous ces gens. Tu vois bien. Hein. Au XVIIe siècle, non mais là c'est du grand n'importe bon, quoi. Il faut quand même être soumis à des substances genre l'opium ou la weed hein, pour sortir des énormités pareilles. Mais là, je pense que la weed c'est pas suffisant. Là, je pense qu'il faut taper dans la kétamine ou comment ça s'appelle le LSD. Peyote ou des merdes du genre, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut carrément aller taper dans les, le LSD, quoi. Tu vois, là, je pense qu'il faut prendre de l'acide, hein, quand même, parce que appeler agent de Poutine, un chef militaire qui a vécu 3 siècles avant la naissance de Poutine, faut quand même. Faut en avoir avalé pas mal, oui. Faut être bien perché quand même. Hein, En plus, il veut pas s'arrêter là. Hein. Il veut aussi effacer le nom correspondant de la ville de Khmelnytsky, la rue Khmelnytsky à Kiev, etc. etc. Hein. Il voulait même remplacer la tête du monument de Khmelnytsky par une plus politiquement correcte et tourner le cheval d'un autre côté pour que la massue du cavalier soit dans un autre sens. Ouais. Cela dit, faut quand même voir ici une chose, c'est que s'ils en sont arrivés à s'occuper de ce genre de choses-là, c'est pour pas s'occuper de l'essentiel de ce qui concerne les citoyens d'Ukraine, c'est-à-dire leur principal problème, qui est un problème d'argent. Un problème économique, hein, puisque le pays continue de plonger. Hein, puisque bon, cette ville, Pereyaslav-Rouski, apparaît quand même pour la première fois en 907. Cette ville a obtenu son nom actuel en 1943. En lien avec le fait qu'en 1654, je le rappelle, une réunion des Cosaques avec Khmelnytsky à sa tête avait pris cette décision de réunir des terres qui certes appartiennent actuellement à l'Ukraine, mais qui, je rappelle, à l'époque appartenaient à la Pologne-Lituanie, hein, donc les deux républiques qui étaient regroupées ensemble. Donc pour refiler ces terres qui appartenaient à l'époque à la Pologne-Lituanie, à la Russie. Donc il n'y avait pas d'Ukraine à l'époque. Hein, les enfants, ça n'existait même pas, le mot n'existait même pas. Je veux dire... il n'y avait pas de peuple ukrainien, il n'y avait pas de pays nommé l'Ukraine, ça n'existait pas. Je veux dire, vous pétez des délires, c'est quand même grave. Là, quand on est à appeler un communiste masqué, un agent de Poutine, un mec qui a vécu 3 siècles avant la naissance du président russe, non mais là, on touche le fond, là, c'est pas possible. Dis-moi qu'ils vont pas continuer à creuser, là. Si, je pense que là, comme ils sont partis, si, ouais. Comme disait Einstein, je sais bien que la connerie humaine est infinie, mais quand même. Ils vont creuser jusqu'au noyau, hein. Ils vont y aller, hein. Ouais, c'est désespérant. Ils vont se plaindre qu'il fait très très chaud, et que c'est la faute sûrement des Russes, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est la faute à Poutine. Forcément. Non, mais sérieusement, enfin, bon, là, voilà la situation. Donc là, on plonge dans le plus grand n'importe quoi, quand même, côté ukrainien. Pour pas dire autre chose au niveau des autorités. Pendant que sur le front, donc on reste sur une espèce de statu quo, mais il y a l'air d'avoir de nouveau une recrudescence de tir là, avec et puis de tentatives de percée, donc celle de cette nuit. Donc situation à surveiller. Puis il y a un autre événement aussi. Autre événement, donc dont je vais parler, c'est cette résolution de l'ONU qui a été votée hier lors de l'Assemblée générale de l'organisation, demandant le retrait des troupes de maintien de la paix russe qui se trouve en Transnistrie, qui est cette petite république sécessionniste
situé actuellement en Moldavie. En fait, pour une précision géographique, d'abord, ça ressemble un petit peu à un peigne à double côté, qui est coincé vraiment, hein, coincé entre l'Ukraine d'un côté et la Moldavie de l'autre. Sachant que la Moldavie de l'autre, voilà. C'est complètement enclavé. Voilà, totalement enclavé. Donc c'est une république qui, à l'effondrement de l'URSS, n'a pas voulu être rattachée à la Moldavie créée. Et résultat des courses, c'est une épine dans le pied de la Moldavie depuis fort longtemps. Il faut savoir qu'actuellement en Moldavie, le président Dodon est pro-russe, son gouvernement est pro-européen. Donc je te laisse imaginer le bordel dans le pays. Oui. Et donc, résultat, ce gouvernement pro-européen a soumis cette demande de résolution, bien sûr soutenue par l'Ukraine, la Géorgie et toute la bande de... Les pieds nickelés pro-OTAN. Voilà, pro-OTAN. Donc là, la résolution, pour information, est passée avec quand même un taux d'abstention absolument record, puisqu'il y a eu quand même 83 abstentions. Oui, sur, je ne sais pas combien, 180 voilà. 15 qui ont voté contre et donc une soixantaine qui ont voté pour. Donc résultat, la résolution est passée, mais enfin 85 contre quand même, excuse-moi, ça veut bien dire. Il y a des pays qui ont eu trop peur de voter contre à cause des États-Unis, bien entendu, qui en réalité auraient très certainement voté contre s'ils n'avaient pas été terrorisés par les Américains. Sans doute, oui. Donc, bon, déjà de toute façon, cette résolution, ça ne va pas valoir grand-chose, parce que déjà avec un taux d'abstention pareil, je pense que la Russie va effectivement les envoyer se faire... Deuxièmement, ces forces de maintien de la paix avaient été instaurées par un accord entre la Moldavie et la Russie pour faire cesser le conflit, parce qu'il y a eu un conflit, comme ici. Oui, dans les années 90, au début des années 90. Début des années 90, et c'était cette force d'interposition qui avait permis de ramener le calme et d'instaurer une paix de facto, si on peut appeler ça. Donc, résultat des courses, la Russie va très certainement arguer que cette résolution va à l'encontre du plan de paix qui avait été conçu entre la Moldavie et la Russie. On peut partir des forces de maintien de la paix, que la paix n'est pas complètement réglée et que la Transnistrie n'a pas réglé politiquement ce conflit avec Chisinau. Donc, c'est complètement... Si tu me permets, Christelle, la Russie a tout intérêt à rejeter cette résolution pour une raison extrêmement simple, c'est que si jamais les casques bleus russes sont obligés de partir, cela dit, il reste quand même un contingent militaire russe qui date de l'époque justement, qui s'était battu contre les Moldaves pour que la Transnistrie reste indépendante. Comme la Transnistrie est complètement enclavée, ça veut dire que si la Russie veut intervenir pour aider les Transnistriens, ça va poser un gros problème. C'est soit la violation de l'espace aérien ou territorial ukrainien, on sait ce que ça signifie, ou l'espace aérien avec la Roumanie. D'abord la Roumanie, puis la Moldavie, que ce soit aérien ou territorial. Et à ce moment-là, c'est évidemment une escalade militaire, donc c'est incontrôlable, quoi, en fait. C'est ça. Donc, c'est là qu'on voit que ce genre de résolution est complètement anti-paix. C'est vraiment le type de résolution complètement débile et contre-productive qui peut mener qu'à une guerre, y compris une guerre à grande échelle. Et voulu par Washington, parce que... C'est voulu par Washington. De toute façon, ça c'est clair. On le voit avant le taux d'abstention. Je pense que la mère Nikki Haley a dû aller menacer la moitié des pays. Oui, capable de ça, oui. Voilà. De toute façon, elle l'avait dit, que tous ceux qui votaient pas comme les États-Unis voulaient, ils faisaient des listes. Oui. C'est là qu'on voit en fait les limites de l'ONU et qu'on voit que l'organisation a été complètement dévoyée de son but originel et que maintenant ça devient complètement l'inverse. C'était censé être un facteur de paix. Maintenant, ça se retrouve à voter des résolutions qui risquent de foutre le feu aux poudres. Là, on voit ça en Syrie. On voit ça en Syrie puisque l'armée israélienne est sur le point de régler l'histoire des terroristes dans le sud du pays. Et l'ONU se joint à Washington pour condamner ce qui est en fait une chose tout à fait naturelle de la part de l'armée syrienne, c'est de combattre le front Al-Nosra qui, je le rappelle, est dans la liste des organisations terroristes à abattre de l'ONU. C'est même pas d'un autre pays étranger. Et c'est là qu'on voit que l'organisation de l'ONU marche complètement sur la tête désormais. Et que ce que je crains, c'est qu'elle finisse comme la SDN, comme la Société des Nations, qui était son ancêtre, je rappelle, et qui a prouvé toute son inutilité au moment où donc a éclaté la Seconde Guerre mondiale.
Donc, je veux dire, les mecs, vous aviez un super outil, vous en avez fait de la merde à force de vouloir avoir l'hégémonie et écoutez, si vous bravo les Américains par vos conneries, faudra pas venir chialer après. Hein. Moi, je vous le dis, ça commence à bien faire. Je veux dire, la SDN avait beaucoup de défauts. Ils avaient essayé d'en corriger un certain nombre en créant l'ONU. Quoi qu'on en pense, l'ONU a quand même aidé à, je pense, en tout cas, essayer de régler, de faire certaines choses qui ont empêché que ça dérape un paquet de fois. Mais bon, comme on voit, certains sont prêts à tout pour dévoyer complètement cette organisation jusqu'au point de lui faire prendre des résolutions qui sont des résolutions en réalité militaristes et qui n'ont pas du tout arrangé le schmilblick. D'ailleurs, Dodon l'a dit, Dodon a fait tout de suite une déclaration après cela, disant que ça allait compliquer encore plus le règlement pacifique de ce conflit, que ça allait bloquer toutes les initiatives politiques globales, ça allait compliquer les de la Moldavie avec la Russie, ce que Dodon ne veut absolument pas. Donc ça c'est quand même extrêmement mauvais. On voit que de toute façon c'est toujours la même chose. Dès que ça se calme sur un front, ils sont en train de foutre des allumettes sur un autre. De toute façon, à force de jouer avec le feu, vous allez finir par vous brûler. Il ne faudra pas venir pleurer après. Donc voilà. Donc voilà quelle est la situation cette semaine. Situation donc à suivre. On va voir si les soldats ukrainiens restent collés au match de foot ou pas la semaine qui vient. Et puis, écoute, je te dis à samedi prochain pour le 97e Citrep. Merci Christelle, merci pour ton travail, merci pour les informations que tu nous donnes. Et j'espère que à samedi prochain, encore une fois. J'espère aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.